a commencé dans la nuit à l'heure américaine, enfin en début de soirée heure américaine dans la nuit heure de Paris. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel de l'intrigue tourne évidemment autour qui sera déclaré vainqueur en Floride, sera par là même élu président des États-Unis. Alors la Floride a tenu en haleine tous les médias des heures et des heures durant. Le premier résultat donné, il était 19h50 heure de la côte est des États-Unis, c'est-à-dire c'était le tout début de soirée, et la Floride était tombée dans l'escarcelle démocrate du candidat Al Gore. Biggest poll closing hour of this election night, Gore has won Florida and starts to score other significant wins, including now Illinois and the battleground state of Michigan. Bush wins big in his home state of Texas and is by no means out of the race. It's 8 p.m. in the East, and here's the electoral vote count right at this moment. CNN announces that we call Florida in the Al Gore column. This is the state both campaigns desperately wanted to win. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est 19h50 heure de la côte est, on l'a dit. Alors, sur quoi, à ce moment-là, à cet instant-là, repose exactement cette annonce? Alors justement, à 19h50, il faut bien préciser que les bureaux de vote viennent de fermer, enfin, en Floride, la plupart ont fermé à 19h, qu'en plus il y en a quelques-uns qui sont encore ouverts pour 10 minutes, hein, puisqu'il y a deux fuseaux horaires voilà, en Floride. Et donc, pour faire ces estimations, les chaînes s'appuient sur des sondages, ce qu'on appelle ça des sondages sortis des urnes. Alors un sondage sorti des urnes, repose sur une technique très simple, c'est qu'on met un enquêteur à la sortie des bureaux de vote qui demande aux gens pour qui ils ont voté, voilà, tout simplement. Mais le problème, c'est que d'après les différents instituts de sondage que j'ai contactés, cette technique n'est pas très sûre. Il y a une marge d'erreur assez importante. Pierre Gégométy va nous le dire, mais d'abord simplement sur le fait de donner des résultats comme ça, alors que non seulement on vote encore ailleurs aux États-Unis, mais on vote même encore dans l'État de Floride pour quelques minutes. C'est le cas habituel, c'est la pratique habituelle des médias américains. Alors, je répondrais que là, effectivement, on a testé les limites de ce système, puisque c'est une gaffe monumentale, sans précédent dans l'histoire de la télévision au XXe siècle. Mais vous confirmez que ça se fait habituellement? Je veux dire, toutes les autres élections, ça se faisait sans poser de problème. On donnait des résultats alors que les gens pouvaient encore aller voter. Ce qui est vous le savez, interdit en France. C'est pas la première fois qu'il y a cette polémique, puisque je vous rappelle qu'en 1980, il y avait eu la même polémique dans l'élection Carter, où le fait qu'on annonçait la victoire de Reagan dans les États au moment où on pouvait encore voter en Californie a pu dissuader un certain nombre de votants pour Carter de se donner la peine d'aller aux urnes. D'autant plus que Carter a reconnu sa défaite et a félicité Ronald Reagan avant même que les bureaux de vote ne soient fermés sur la côte ouest. Ce qui évidemment était un élément de rupture par rapport à l'idée que la journée électorale a un début et une fin. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est là dans un débat qui est très ancien. La profession, depuis ce temps-là, connaît les limites du système, et je crois que bon, on continue à faire ces mêmes erreurs. Ce qui n'empêche pas de récidiver, quoi. Visiblement. Alors, ça repose. Alors, ce premier plantage, là, hein, ce premier attage à 19h50, repose sur ce qu'on appelait donc des sondages sortis des urnes. Alors, Hélène a décrit un peu en quoi ça consiste. Est-ce que c'est une technique qui vous paraît fiable, qui se pratique en France, que vous pratiquez dans votre institut? Les sondages à la sortie des urnes, à la sortie des bureaux de vote arrivent en France en 1983. Pourquoi ils arrivent en 1983? Parce qu'ils ont connu aux États-Unis une mise en situation exceptionnelle, c'est l'année 80 et la victoire de Reagan. Les sondages sortis des urnes sont inventés aux États-Unis dans les années 60. À l'époque, ils servent essentiellement pour des chercheurs américains à comprendre dans un certain nombre de situations très locales, dans des comtés, comment s'organise le comportement électoral. À l'époque, peu de médiatisation, peu d'exposition. Dans les années 70, on commence à les utiliser, alors là, pour une matière exceptionnellement riche, c'est qui vote quoi et pourquoi vous votez pour tel ou tel candidat. Motivation du vote, motivation de l'électorat, les jeunes, les vieux, leur comportement électoral, etc. C'est vraiment en 1980, à l'occasion du duel Reagan-Carter, que ça change à ce moment-là. Dans les années 70, ils ne sont pas exploités par les médias en temps réel Pas du tout. On les utilise, ils arrivent vraiment en 80, dans les sondages qui pressaient l'élection, Reagan est donné plutôt battu. Et le mythe des sondages sortis des urnes et de leur valeur ajoutée par rapport aux sondages préélectoraux, c'est que tout d'un coup, on découvre, dans une soirée électorale qui commence à être vivante, et CNN, l'histoire de CNN fait partie de cette histoire-là, à ce moment-là, on voit arriver les sondages sortis des urnes comme l'élément miracle qui nous permet de connaître le résultat au moment où les bureaux ferment. Et vous savez qu'aux États-Unis, la soirée électorale dure 6 heures. Elle dure très très longtemps du fait de ces fuseaux horaires, comme au Canada d'ailleurs. Alors, le grand changement, il intervient effectivement quand on demande aux initialement sont un objet de recherche et d'analyse, d'être des objets qui rentrent dans le cours de l'histoire, d'une histoire qui se veut de plus en plus rapide. Et la France, de ce point de vue-là,
donné lieu aussi à un certain nombre de polémiques parce que On va y avant revenir, d'être des on va y sondages revenir, sortis des on urnes, va y c'est revenir. d'abord des sondages. C'est d'abord des sondages, c'est-à-dire avec un élément de l'estimation en France dans notre langage. C'est un résultat qui est fondé sur l'observation d'un échantillon de bureaux de vote sur bulletins réels, c'est-à-dire sur des vraies voix et non Et pas sur des bulletins sondages dépouillés. et sur des bulletins dépouillés. D'accord. Alors, on va dérouler le film de la nuit, hein, mais à ce stade, sur ce premier plantage, vous avez une réflexion, une remarque? Déjà, on voit bien que, d'une part, un instrument qui est un instrument de mesure, finalement, qui est un repère simplement, le sondage sorti des urnes, devient quelque chose de très scientifique et qui va s'appliquer à l'ensemble du pays pour une information générale. Deuxièmement aussi, c'est qu'on voit tout de suite le heurt de deux temps. Le temps des médias qui veulent une réponse immédiate, ou le temps des sondages, et le temps de la démocratie qui est évidemment beaucoup plus lent. Et le choc de ces deux temps produit parfois des... Ça fait que commencer le choc. Hein. Vous allez voir la suite. Donc, 19h50, Gore a gagné la Floride. Alors, quelques heures plus tard, les équipes de télévision sont admises dans la chambre d'hôtel de son concurrent, George Bush, et sont admises à enregistrer et à diffuser des conversations de George Bush avec des gouverneurs de différents États encore en suspens, d'où il ressort que rien n'est joué. Rappelez-moi quand vous aurez du nouveau. Bonne nuit. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, le gouverneur de Pennsylvanie? Il tient bon. Il n'a pas encore de pronostic en Pennsylvanie. On ne se laissera pas battre en Floride non plus. Je sais bien que vous êtes bombardé d'estimations, mais apparemment le scrutin est en train de s'inverser. Là, vous pensez que je devrais faire une grande déclaration, non? C'était le gouverneur de Pennsylvanie. Il entendait les pronostics et il ne veut pas y croire. Voilà, pardon pour la mauvaise qualité des images. Alors, à partir de là, sur CNN, la Floride, sur la carte des États-Unis, ne va plus cesser de changer de couleur. Elle change de couleur toute la soirée, oui. Alors, on va voir. Alors effectivement, alors là on commence à 21h04, donc plus d'une heure après les premiers sondages sortis des urnes qui donnent donc Gore gagnant en Floride. Et bien là on voit que l'État est toujours en bleu sur donc la couleur des démocrates sur CNN. Okay, donc le sort de la Floride paraît réglé. Une heure après, Gore a toujours la Floride. Tiens, elle passe en jaune. Alors. Voilà, alors ça c'est une heure plus tard, à 21h59 exactement, qu'on observe ce phénomène. Puisque la Floride, dont le résultat était certain, eh bien, passe en fait en ballottage. Alors jaune, c'est les États, c'est les États indécis. États indécis. Mais cette indécision ne va pas durer longtemps, puisqu'à 2h58 heure locale, eh bien là, la Floride change à nouveau de couleur, et puis là, bien, elle devient rouge. Donc rouge, c'est la couleur des républicains. Et cette fois-ci, eh bien, tout paraît acquis, puisque une demi-heure plus tôt environ, les chaînes de télévision ont tout annoncé que Bush était président des États-Unis. On va y revenir, oui. Mais alors, par la suite, malheureusement... Mais ce n'est pas fini, voilà, puisqu'à 4h10, donc 2 heures plus tard, nouveau changement. Et là, la Floride redevient jaune et on voit que Bush perd ses 25 grands électeurs en Floride. Des beautés de l'infographie, ce qu'on appelle l'infographie. Alors, vous le disiez, effectivement, 8h18, heure européenne, heure de Paris notamment, 2h18 de la nuit, heure américaine. Toutes les chaînes américaines, d'une seule voix, annoncent Bush est président des États-Unis. Bush, governor of Texas, will become the 43rd president of the United States. At 18 minutes past 2 o'clock Eastern Time, CNN declares that George Walker Bush has won Florida's 25 electoral votes, and this should put him over the top. That's right, Bernie. With Florida, he gets 271 electoral votes, one more than he needs. What happens in Oregon and Wisconsin now becomes irrelevant unless by some remarkable miracle some state changes course. This was the closest election, electorally it looks like, perhaps in this century. Yes. But George Bush has been declared by CNN the next president of the United States. And if Al Gore takes Wisconsin and Oregon, he will win by 1 electoral vote. That's only happened once that I know of, and that was 1876. George Walker Bush, the second son of a president to be elected president in his own right, coming after John Quincy Adams, who ran, almost 200 years ago. And one person in the Bush family who's taken this hardest, this cliffhanger atmosphere, has been George Herbert Walker Bush. Yes. He has been just so uptight these past couple of weeks and these past few days, the last few hours.
You could see it earlier, you know, when we went up to the hotel suite, and he was sitting there, Governor Bush was sitting there with his wife and with his mother Barbara and his father, the president. The President George Bush looked very worried at that moment. I think anybody who's a parent knows that you suffer more with the travails of your children than you do for your own. In 1992, George Bush was defeated by Bill Clinton. There are those who believe that that defeat rankled. How could the man who led us to the Gulf War be ousted by a governor of Arkansas? And in this sense, George Walker Bush may represent a kind of restoration. He has defeated the man Bill Clinton wanted to be his heir in the White House. No question about this. This is absolute redemption for the former President Bush. That Florida goes to Mr. Bush. Just stop and absorb that for a second. We'll put it up on the map. ABC News projects that Florida is going to go for Mr. Bush. The 25 electoral votes to Mr. Bush. Take a look at it. That takes Mr. Bush, by our projections, to 271. Unless there is a terrible calamity, George W. Bush, by our projections, is going to be the next president of the United States. George Bush is the president-elect of the United States. He has won the state of Florida, according to our projections. 25 electoral votes. NBC News projects that George Bush, it's been a night of first giving it to Al Gore, then taking it away on the part of the networks. George Walker Bush, the new president of the United States. Bush wins. Florida goes Bush. The presidency is Bush. That's it. Grande sobriété du dernier extrait, dans toutes les chaînes à l'unisson. Alors, des images extraordinaires, je pense, qui resteront dans les annales de la télévision. Alors, il faudrait presque s'arrêter sur tout. Hein. Bon, à la fois les chaînes qui disent selon nos estimations et celles qui disent rien, qui disent c'est comme ça, voilà, il est président. CNN déclare. CNN déclare, hein, cette espèce de formidable formule de majesté, CNN déclare. L'image des foules, qui est aussi extraordinaire, les foules en liesse à Austin, au Texas, devant le QG de George Bush, qui a l'air de ratifier l'information. C'est-à-dire que non seulement la télé nous le dit, mais comme on voit les foules en liesse, on se dit, bah oui, c'est vrai, puisque les foules sont en liesse. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que si les foules sont en liesse, c'est parce que justement, elles regardent la télé. Et que donc, c'est la même information, finalement, qui circule en circuit fermé. Ce qu'on voit bien aussi dans le commentaire extrêmement géographique sur George Bush, le père, les souffrances du père, etc., c'est qu'il y a un véritable mépris du système démocratique lui-même. C'est-à-dire que maintenant, on sait qu'il y a des votes par correspondance, donc il faut du temps pour les dépouiller. Visiblement, on n'a absolument pas attendu, les télévisions n'attendent pas la fin du dépouillement. Il y a quelque chose là quand même de terrible par rapport au système démocratique lui-même. Alors, on va y revenir encore une fois. Alors, est-ce que simplement, à cet instant-là, c'est le même piège qui se referme une deuxième fois sur les médias, c'est-à-dire est-ce que c'est encore de la faute des sondages sortis des urnes à ce moment-là? Entre 1980 et cette année, les pratiques des instituts américains qui ont travaillé sur les sondages sortis des urnes ne subissent pas de grands affronts. Il y a une difficulté dans cette affaire, c'est qu'au fur et à mesure que les années passent, les médias américains s'habituent à ce que l'objet, alors qu'il est un objet scientifique imparfait, ne subissent aucun affront. Et évidemment, y compris en France d'ailleurs, vous savez, en France, il y a cette habitude dans les médias qu'une estimation c'est parfait à 20 heures et que donc on ne doute pas, d'ailleurs on parle au présent en France, souvent comme aux États-Unis. Il y a 4 absents à mon avis dans cette affaire. Avant, c'est très bien le cours de Sciences Po, mais sur ce... Non, c'est pas un cours de Sciences Po. Non, mais simplement, sur ce moment-là, vous êtes vous-même sondeur, vous avez des correspondants sur place, vous avez un tout petit peu enquêté, vous avez regardé toute la nuit. À ce moment-là, c'est encore sur la foi de sondages sortis des urnes qu'on donne ce résultat-là? La foi de sondages sortis des urnes, la foi de l'analyse détaillée de ces sondages sortis des urnes, et puis un élément complémentaire qui est très important, c'est les dépouillements partiels qui aident à voir clair sur oui ou non y a-t-il un écart entre les sondages sortis. Et il y a des écarts, c'est ça qui est très intéressant, c'est que là, parce qu'à cette heure-là, on dépouille depuis un certain nombre d'heures. Oui, et puis en termes de transparence, d'ailleurs, CNN donne sur son site internet tous les éléments sur le dépouillement, j'allais dire, en direct de ce qui se passe. Et on voit à ce moment-là, moi je le vois, en regardant les deux sources, en regardant la télévision et puis le site internet, on voit à ce moment-là, et je me mets à la place de l'électeur américain qui, vous le savez, a beaucoup consulté internet pendant cette nuit-là, eh bien on voit apparaître des vraies divergences entre la source sondage sortie des urnes et puis la source de dépouillement partiel auquel le téléspectateur américain n'est pas en situation de devoir être en possibilité de comparer. On peut pas. C'est-à-dire concrètement, à ce moment-là, sur Internet, le décalage... Il y a des vrais décalages, mais il y a des vrais décalages qui sont d'ailleurs assez normaux, puisque d'un côté, on a une source sortie des urnes qui, elle, donne une impression d'un paysage fini, alors que le dépouillement, il est partiel. Donc la confrontation des deux sources est très compliquée. J'ajoute, et ce qui est très important dans le cas américain, il n'y a qu'une seule source sondage sortie des urnes.
il y a une structure institutionnelle qui est d'ailleurs copatronnée par les grands médias américains, le centre d'information du vote. On va y venir. Et là, il n'y a qu'une seule chose. Mais c'est très important parce que c'est très important. Vous avez de la concurrence, de la divergence, et souvent cette divergence permet de garder quelques précautions. Juste une simple question. À cet instant, 8h18, 8h20 du matin, heure française, donc vous êtes un professionnel aguerri des sondages, vous êtes entre votre écran Internet et votre écran de télé. Et est-ce que vous auriez donné la victoire de Bush, comme toutes les chaînes américaines l'ont donné, compte tenu des éléments que vous aviez sur les deux écrans? Vous mettez en situation, là, dans ce que vous venez de dire, d'être une chaîne. Je ne suis pas une chaîne. Moi, je suis dans une position propre. Si j'avais la matière à gérer, je dirais sur la base de ce que nous avons, quand bien même je serais en situation de pouvoir connaître tous les éléments, je ne les connais pas. Donc, vraiment, je serais dans une situation de ce que j'ai vu. Mais là, de ce que j'ai vu, je ne vois pas tout. C'est le problème. C'est que quand vous avez une matière aussi riche, vous êtes obligé d'avoir cette matière pour juger. Sur la base, en revanche, alors là, vers 8h20, un peu plus tard, mais on le verra tout à l'heure, quand il y a cette inversion, à la limite, vous savez que finalement, la Floride est en situation finalement d'avoir été gagnée par Gore, si ça se trouve. Autrement dit, le sondage sorti des urnes est peut-être à l'arrivée juste. Le problème, c'est que CNN fait un changement, deux changements, trois changements, et le troisième en début de matinée heure française, alors là, est ahurissant parce qu'il y a, quand vous regardez 96% du dépouillement effectué, à peine 20 000 voix d'écart. Là, le renversement de tendance, il est lié à une pression médiatique où il faut être la première source à donner, la source officielle. Alors, vous dites 96% des voix dépouillées. À cet instant-là, à 8h18, 8h20, le téléspectateur qui essayait de le savoir, il ne pouvait pas le savoir parce qu'on ne le lui disait pas. On ne lui disait pas quelle était la proportion du dépouillement terminé, pas terminé. Il fallait croire CNN, quoi. On lui disait un peu avant. Ignacio Donc, juste une remarque. Quand on compare ces images que nous venons de voir avec les images, par exemple, d'une élection présidentielle en France, et dès 20h, on nous donne globalement le résultat. Le résultat qui est donné, par exemple, par les grandes chaînes françaises, dit tout de suite, selon tel institut, ça fait tant, selon tel institut, ça fait tant, selon tel institut, ça fait tant. Tandis que là, c'est la chaîne qui a quand même le contrat de confiance avec le téléspectateur qui dit, bon, comme CNN déclare que le vainqueur est tel, ou ABC déclare que le vainqueur est tel. Et les instituts de sondage, ou l'institut de sondage de référence, est gommé. Il n'apparaît pas. Et donc, par conséquent, il est évident que le téléspectateur a l'impression qu'il voit la réalité, parce que d'habitude, la télévision, quand elle informe, elle dit « je vous montre la réalité ». Voilà ce qui se passe. Et une fois de plus, la chaîne dit « je vous montre ce qui se passe ». Or, elle ne peut pas le faire, parce que c'est un institut qui est en train de procurer, finalement, travailler sur une maquette, en quelque sorte. Oui, je voudrais juste préciser pour apporter un peu d'éclairage sur comment ça marche. Effectivement, en France, Pierre Giacometti l'a dit, on confronte plusieurs sources, différents instituts. Aux États-Unis, avant, les chaînes faisaient chacune leur propre travail et puis depuis un certain nombre d'années, elles se sont associées pour pouvoir centraliser les ressources dans ce qui s'appelle le Voters News Service, VNS, auquel elles contribuent toutes, y compris avec Associated Press, qui est donc l'équivalent de l'AFP là-bas. Donc quand même, tout ça, ça fait un corpus de gens qui sont tous en train de regarder les mêmes données au même moment, et c'est seulement corrigé ensuite par une équipe de statisticiens en interne dans chaque chaîne. C'est pour ça qu'on a vu que c'était marqué CNN Estimates, ou alors quand M. Rather ou M. Brokaw dit c'est les estimés de notre chaîne, c'est parce qu'après, eux vont plaquer par-dessus une même source leur propre évaluation. Alors, avec un grand sens de l'anticipation, vous avez anticipé sur l'extrait suivant qu'on allait projeter, puisque cette explication que vous venez de donner, là, CNN a bien fini par la donner elle aussi. Alors, un peu tardivement et en voyant que décidément ça patinait beaucoup, mais CNN a fini par dévoiler l'existence d'un personnage inattendu et en tout cas inconnu des téléspectateurs depuis le début de cette nuit électorale, c'est Source. I am told by our executive producer, Sid Bedingfield, that what's going on right now is CNN is checking discrepancies between the VNS, which is the Voter News Service, which is the numbers you're seeing here, discrepancies perhaps between those numbers, the numbers the Associated Press is reporting, and the numbers being reported by the Florida Secretary of State, Mr. Butterworth, who we just heard John King quote as having put it down to a 600 to 700 vote margin rather than the 6,000. Actually, a little less than 6,000. No, 6,000. 6,100 vote margin we see there. I have to say, I've been covering elections for 24 years. I've never seen anything like this. Bon, donc la clé du mystère, vous nous l'avez un tout petit peu dévoilé, c'est qu'il n'y a pas comme en France un institut de sondage par chaîne associé pour la soirée électorale, mais c'est le même, voilà, c'est
C'est le même pour toutes les chaînes. Hein. Ouais, voilà. Et puis là où les chaînes sont peut-être un petit peu de mauvaise foi quand même, c'est que quand ça se gâte, elles sortent un communiqué. Et CNN notamment, bien voilà, effectivement, nous avons nos prévisions, nous recevons nos prévisions d'un organisme qui s'appelle le Voter News Service, qui fait des sondages sortis des urnes pour les différentes chaînes. Et nous sommes en train de réfléchir pour revoir ces procédures, mais à aucun moment CNN ne mentionne ces liens avec ce fameux Voter News Service, qui est pourtant effectivement une émanation de toutes les chaînes. Mais alors, comment ça se fait? Elles sont si pauvres que ça, les chaînes américaines, qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un institut de sondage par personne? Non, après, c'est une question de méthodologie. Vous pouvez dire que peut-être en concentrant les efforts, on arrive à faire un instrument plus fiable qu'en faisant chacun un effort séparément dans son coin. Ça, je ne suis pas qualifié pour dire. Enfin, moi, je lis Le Monde diplomatique et je croyais que les États-Unis, c'était la patrie du libéralisme, de la concurrence, etc. Puis là, je découvre de l'efficacité. Et je découvre un institut de sondage unique à la soviétique, quoi, pour toutes les chaînes, un système très curieux. Et puis surtout, finalement, un système qui confond virtuel et réel. Où le virtuel devient tellement réel d'habitude que pour une fois, et qui coïncide d'habitude, pour une fois, ça ne coïncide pas. Mais en même temps, si ces explications sont aussi tardives, ces explications factuelles, c'est aussi parce que l'élection du président de la République, des États-Unis, doit ressembler à une espèce d'épiphanie. Ça ne doit pas être encombré par des chiffres, par des calculs, voilà, ça doit ressembler vraiment là à une espèce de... L'homme apparaît, voilà, on voit bien très bien ces images. Alors, c'est très tard, effectivement, que CNN consent à donner des explications techniques extrêmement laborieuses et pénibles qui enlèvent ce côté épiphanique de l'élection. Pierre Jacometti ? J'ai quand même l'impression, en regardant toutes ces images, qu'en réalité, celui qui a vraiment la main, c'est le média. C'est-à-dire qu'effectivement, l'équilibre dans la décision prise dans une soirée électorale entre la décision du média qui regarde aussi son concurrent ou son confrère et la décision de l'Institut, sa capacité à conseiller dans le bon sens. Là, on a l'impression vraiment que celui qui a la main, c'est le média. Et je m'interroge, moi, à partir du moment où Adrien Dirnel disait tout à l'heure, finalement, on lui donne une information et le média ensuite apprécie. On a l'impression, dans cette course-poursuite, tout au long de la nuit, que le média n'apprécie qu'en fonction de ce qui se passe chez le concurrent. Et je vais même encore un peu plus loin, c'est que je pense que dans ce système-là, où il n'y a qu'une seule source, il est très difficile d'imaginer que CNN puisse dire quelque chose de différent de son concurrent. On est dans une logique où dès qu'on voit l'autre dire quelque chose, on va dire exactement la même chose parce que c'est plus, d'une certaine manière et paradoxalement, moins risqué de se tromper ensemble que de prendre le risque d'être différent. Parce que dans la situation d'être différent, vous avez toujours un grand risque d'être dans l'erreur seul. Là, c'est ce qui saute, c'est que éloge du système à la française. D'une certaine manière, oui, même si la concurrence est parfois difficile à gérer. Il y a parfois des effets pervers, on va le voir. Oui, donc le système américain a des avantages et des inconvénients. Peut-être que la fiabilité de l'outil est démontrée dans 99% des cas, c'est pour ça qu'on ne l'a pas remis en question et que tout le monde était très satisfait d'un système centralisé. Aujourd'hui, on a atteint les limites de ce système et il est certain que le système va être remis en cause. Ah bon ? Il va y avoir des discussions. Vous avez des informations ? Il va y avoir des discussions déjà, je crois, au Congrès américain sur l'opportunité ou non de révéler avant les clôtures d'urnes les résultats. Donc tout ce débat va être remis sur la table suite... enfin, ça va donner lieu, je pense, à beaucoup de réflexions, beaucoup de changements, puisqu'on a vraiment atteint les limites. Vous voulez un scoop ? Je pense que ça va aussi donner lieu à beaucoup de sondages. C'est-à-dire qu'on va demander aux Américains est-ce qu'il faut changer le système et tout. Donc au total, ce sera très bon pour les. Ce sera très bon pour les instituts de sondage. Oui, je dis, on voit là aussi les inconvénients de deux des caractéristiques des médias de ces derniers temps. Première caractéristique, l'immédiateté, par exemple. Il faut vraiment que ce soit immédiat. Le temps du média colle au temps de l'événement. Là, on voit finalement que l'immédiateté crée des problèmes évidents. Deuxièmement, c'est l'information en continu. Finalement, vouloir informer en continu, c'est aussi courir le risque de devoir chevaucher le continu avec ces incertitudes qui peuvent se produire. Et là, alors qu'on voulait faire une annonce de type comme ça, canonique, et bien tout d'un coup, on se rend compte finalement qu'il faut avancer, puis reculer, puis avancer, puis reculer. Et ça ne correspond plus à l'idée que les médias se faisaient de l'utilisation du continu. C'est vrai que là, c'est une circonstance un peu particulière, une élection présidentielle. C'est-à-dire que même les chaînes de télévision qui ne font pas de l'information en continu en faisaient pour la circonstance. Mais d'une certaine manière, il est vrai aussi que cette nuit de toutes les erreurs pose le problème de l'information en continu. Alors, et j'imagine qu'un journaliste qui travaille dans une chaîne d'information en continu doit y être sensible. Bien sûr, j'y suis très sensible, mais je pose la question et le débat dans l'autre sens.
quelle est l'alternative? Que doit-on faire? Surtout dans un pays aussi vaste que les États-Unis, où vous devez attendre le décalage horaire avec Hawaï, ce qui rajoute encore beaucoup plus d'heures que la Californie, pour attendre la fermeture des urnes, et que vous avez des outils statistiques qui vous permettent finalement de donner des estimations qui sont, dans 99% des cas, exactes. Ça a été le cas par le passé. Est-ce qu'il faudrait attendre le lendemain pour dire aux Américains qui est leur président? Je ne pense pas que le public veuille ça non plus, puisqu'ils ont aussi le sentiment de pouvoir être informés plus tôt et ne comprendraient pourquoi ils ne le seraient pas. Non, ce que vous dites est juste, mais on voit bien, à l'événement que nous sommes en train d'observer, on voit bien les limites de cette situation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Après tout, il faut se souvenir que pourquoi, par exemple, on élit le président américain, disons le premier mardi de novembre, et pourquoi il prend ses fonctions le 21 janvier. Pourquoi cette attente de plus de 2 mois, 2 mois et demi? Parce que, historiquement, nous avons affaire à un pays qui est démocratique avec une constitution depuis 2 siècles, plus de 2 siècles. Eh bien, historiquement, on votait un jour, mais on ne connaissait pas les résultats, jusque bien après, puisqu'il n'y avait pas des moyens de transport, des voies de communication. La diligence, ça allait moins vite. Oui. Ça allait moins vite, et on s'est donné 2 mois et demi pour connaître le résultat. On a voulu raccourcir ce temps jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire jusqu'à la vitesse de la lumière, l'instantanéité, et évidemment, ça choque. Et puis, aussi, il faut se dire que maintenant, précisément, on doit tirer les leçons de ce qui se passe et se dire que peut-être aussi que nous avons là non seulement le choc de cette conception de l'information, mais aussi les conséquences de l'utilisation excessive à la fois des instituts de sondage, dont on voit les limites maintenant, et aussi du marketing politique. Parce que le marketing politique est en partie responsable de ce qui se passe, à force de dessiner, grâce à de l'ingénierie de marketing, des candidats qui doivent ratisser très très large. On finit par travailler sur des programmes et des personnages qui travaillent sur le même électorat, c'est-à-dire le grand centre, et puis on trouve, bien entendu, finalement, globalement, des candidats qui sont interchangeables, et des programmes qui sont interchangeables. Des candidats avec des programmes très très opposés auraient pu aussi arriver à cette situation de 50-50. Très difficilement. Très difficilement, non, très difficilement. Et on voit bien maintenant comment, d'ailleurs, ce qu'on dit maintenant, la méthode Clinton, l'homme qui a inventé la 3e voie, etc., a été appliquée. D'ailleurs, les républicains se sont corrigés à gauche, les démocrates se sont corrigés à droite. Il est normal que dans certains États, finalement, on obtienne globalement le même nombre de votes pour des candidats qui sont globalement interchangeables. Oui, enfin, par exemple, Giscard Mitterrand, je crois que c'est 74, ils étaient à l'époque quand même très très opposés, c'était l'union de la gauche, Mitterrand était allié aux communistes, et ça a donné du 50-50 à l'arrivée. Hein, oui, du 2%. 2%, c'est énorme par rapport à l'actuel. Oui, je voulais juste apporter une petite précision, parce qu'on parlait des chaînes de télévision qui justement déclarent elles-mêmes le nom du candidat. Il y a quand même une petite responsabilité des organismes de sondage à ce niveau-là, parce qu'aux États-Unis, évidemment, les chaînes travaillent aussi avec des organismes de sondage privés, et ce sont les organismes de sondage qui souvent ne veulent pas apparaître dans les sondages, parce que s'ils apparaissent, c'est assimilé à de la publicité, et du coup, les chaînes n'ont pas à les payer. Donc la grande discrétion des organismes de sondage vient également de leur propre décision. Alors rassurez-nous, en France, vous apparaissez et les chaînes vous payent quand même. Voilà. Oui. En France, ils ont tous les avantages. Ce que vous dites donne envie d'y aller, vraiment. Donne envie d'ouvrir une filière. Alors on va en venir à la France. Bon, vous nous expliquiez un peu les dévoiements du système d'estimation à ce qu'on appelle la sortie des urnes, hein, bon, en nous expliquant que c'était fait dans un but de recherche et pas dans un but de médiatisation très large et en temps réel. Et pourtant, il arrive même dans notre beau pays de France que ces sondages sortis des urnes soient exploités lors d'une soirée électorale. Ça a été le cas lors de la soirée de la dernière élection européenne, c'était en 1999. Et sur TF1, PPDA nous en promettait au début de la soirée monts et merveilles. Bonsoir à tous. Dans tout juste 5 minutes, TF1 devrait être la première chaîne à pouvoir donner, grâce à la Sofres, l'estimation exacte à la décimale près de ce que seront les résultats de ces 5e européennes depuis 20 ans. Voici donc le podium de tête. Je vous laisse découvrir les 4 listes qui arrivent en tête, à savoir celle de François Hollande avec 23,5%. Ex aequo pour l'instant, donc Nicolas Sarkozy, Alain Madelin 13%, Charles Pasqua-Philippe Deuillet 13%. Alors, à la décimale près, hein, nous promettait Poivre d'Arvor. Alors, le problème, c'est que c'est très joli d'être à la décimale près, mais quand c'est 13,0 contre 13,0, il y a beau y avoir une décimale, le virgule 0, il manque quand même un petit quelque chose pour les téléspectateurs.